Ma fille n'était pas venue me rendre visite depuis un mois entier, ce qui était inhabituel pour elle. J'ai décidé d'aller la voir moi-même, en prenant le double des clés qu'elle m'avait données. Quand je suis entré chez elle, tout semblait normal au début. Puis, j'ai entendu un faible bruit de grattement venant du grenier au-dessus. J'ai appelé son nom, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Le grattement est devenu plus fort. J'ai tout de suite appelé le 911. Lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils ont forcé la porte du grenier avec des pieds de biche. Ce que nous avons vu nous a fait nous effondrer. Le schéma avait commencé assez subtilement pour que je ne le remarque presque pas. Ma fille Rachel avait toujours été du genre à passer à l'improviste, apportant généralement du café et des histoires de sa semaine. Elle avait emménagé dans cette maison de style craftsman sur Maple Street il y a 3 ans, assez près pour que nous puissions maintenir notre tradition des brunchs du dimanche et des visites spontanées. Lorsqu'elle a manqué notre premier brunch dominical, je me suis dit qu'elle avait simplement oublié ou qu'elle était retenue par le travail. Le cabinet de publicité, où elle travaillait en tant que directrice de création, exigeait souvent de longues heures lors des lancements de campagne. Mais ensuite, elle a manqué le deuxième dimanche. Et le troisième, j'ai commencé à appeler, laissant des messages vocaux qui restaient sans réponse. Les SMS restaient non lus, les coches bleues n'apparaissant jamais. Une semaine est devenue 2, puis 3. Le silence creusait un vide dans ma routine quotidienne, là où sa présence se trouvait habituellement. J'essayais de ne pas paniquer, me rappelant que Rachel avait 32 ans et qu'elle était parfaitement capable de gérer sa propre vie. Mais l'instinct maternel ne suit pas la logique. Quelque chose semblait aller de travers d'une manière que je ne pouvais pas exprimer, comme une note discordante dans une chanson familière. Au moment où un mois complet s'est écoulé, sans absolument aucun contact, j'ai décidé de conduire jusqu'à chez elle. Le double des clés qu'elle m'avait données il y a 2 ans reposait dans le tiroir de ma cuisine, attaché à un petit porte-clés en forme de tasse à café. Elle me l'avait tendu nonchalamment lors d'un de nos brunchs du dimanche, disant qu'elle voulait que quelqu'un ait accès en cas d'urgence. Le métal semblait froid contre ma paume alors que je me garais dans son allée ce mardi après-midi-là. Octobre avait peint le quartier dans des nuances d'ambre et de cramoisi. La pelouse de Rachel avait besoin d'être tondue, et plusieurs journaux gisaient éparpillés sur le porche avant. Mon estomac s'est noué devant ces petits signes de négligence. Elle tirait une grande fierté de l'apparence de sa maison, passant souvent ses matinées de week-end à s'occuper des parterres de fleurs qui bordaient l'allée. Des feuilles mortes s'étaient accumulées en tas contre les fondations. J'ai frappé d'abord, attendant une minute entière avant d'utiliser la clé. La serrure a tourné doucement, et la porte d'entrée s'est ouverte vers l'intérieur pour révéler un salon qui semblait intact. Les coussins décoratifs de Rachel étaient disposés sur le canapé, exactement comme ils l'étaient toujours. Sa bibliothèque affichait la même collection de romans et de livres de photographie. Une tasse à café reposait sur la table d'appoint, bien que le liquide à l'intérieur se soit évaporé depuis longtemps, laissant un anneau sombre au fond. La normalité de la scène aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, elle a amplifié ma peur grandissante. J'ai crié son nom, ma voix résonnant dans la maison silencieuse. Aucune réponse n'est venue. Je me suis déplacé vers la cuisine où la vaisselle propre reposait dans l'égouttoir. Le réfrigérateur fredonnait sa chanson mécanique habituelle. Tout semblait ordinaire, et pourtant, l'air semblait chargé d'une anomalie. Puis je l'ai entendu, un faible bruit de grattement venant de quelque part au-dessus. Le bruit était subtil, presque imperceptible, comme un meuble que l'on traîne lentement sur un sol. Mes yeux se sont levés vers le plafond. La maison de Rachel avait un grenier accessible par une échelle escamotable dans le couloir de l'étage. Je ne l'avais vue monter là-haut qu'une seule fois, lorsqu'elle rangeait des décorations de vacances. J'ai monté les escaliers, chaque marche craquant sous mon poids. Le bruit de grattement est devenu légèrement plus fort alors que j'atteignais le 2e étage. Mon cœur martelait mes côtes. J'ai appelé le nom de Rachel à nouveau, plus fort cette fois, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Le son s'est arrêté un instant, puis a repris avec une urgence accrue. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et composais le 911. La répartitrice a répondu à la 2e sonnerie, et j'ai lutté pour garder ma voix stable pendant que j'expliquais la situation. Elle m'a assuré que les services d'urgence étaient en route et m'a demandé d'attendre dehors, mais le bruit de grattement était devenu frénétique, accompagné maintenant de ce qui semblait être des coups étouffés. Je ne pouvais pas partir. Je suis resté figé dans ce couloir, fixant le panneau d'accès au grenier pendant que la répartitrice restait en ligne.
7 minutes ont semblé durer 7 heures. Lorsque le camion de pompiers s'est arrêté dehors, suivi de près par 2 voitures de police et une ambulance, j'ai couru en bas pour les accueillir. 3 pompiers sont entrés en premier, portant un équipement que je ne pouvais pas identifier. 2 officiers de police ont suivi, me posant des questions que je traitais à peine. Où était le grenier? Quand avais-je vu ma fille pour la dernière fois? Vivait-elle seule? Le chef des pompiers, un homme aux larges épaules dont le badge indiquait Capitaine Morrison, a abaissé l'échelle du grenier. Les marches en bois se sont dépliées avec un gémissement. Il est monté en premier, le faisceau de sa lampe de poche coupant l'obscurité au-dessus. Sa partenaire, une femme plus jeune, a suivi de près. Je me tenais en bas avec l'un des officiers de police, l'agent Warren, dont la main reposait près de sa radio. La voix du capitaine Morrison est venue d'en haut, tranchante et urgente. On a besoin des ambulanciers ici, tout de suite. Préparez le brancard. Les minutes suivantes se sont dissoutes dans le chaos. Les ambulanciers se sont précipités sur l'échelle étroite avec un brancard pliable. J'ai entendu des fragments de conversation, des mots comme déshydraté, malnutri, attaché. L'agent Warren m'a doucement guidé vers l'arrière, suggérant que j'attende en bas, mais j'ai refusé de bouger. Ma fille était là-haut. Quoi qu'il lui soit arrivé, j'avais besoin de savoir. Quand ils l'ont enfin descendu, j'ai cessé de respirer. Rachel était consciente mais réagissait à peine. Son visage était pâle et émacié. Ses vêtements pendaient lâchement sur une charpente qui avait perdu beaucoup de poids. Des bleus à divers stades de guérison marbraient ses bras. Ses poignets portaient des marques profondes là où quelque chose les avait liés. Ses yeux, habituellement si brillants et pleins de vie, semblaient vitreux et lointains. Les ambulanciers travaillaient avec une efficacité rodée, vérifiant ses signes vitaux et posant une perfusion. Il lui parlait d'un ton calme et rassurant, mais elle ne répondait pas. Son regard restait fixé sur un point au-delà de nous tous, comme si elle était encore enfermée dans le cauchemar qu'elle venait d'endurer. J'ai essayé de l'atteindre, mais l'agent Warren m'a retenu doucement. « Laissez-les travailler, madame. Vous pourrez monter avec elle jusqu'à l'hôpital. » Mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur la dernière marche, ma vision brouillée par les larmes. La deuxième policière, l'agente Chen, était déjà sur sa radio, demandant des unités supplémentaires et réclamant un détective. Le capitaine Morrison est descendu du grenier, l'expression sombre. Il a parlé calmement avec les officiers, et j'ai saisi assez de mots pour comprendre que ce qu'ils avaient trouvé là-haut suggérait une captivité prolongée. Le trajet en ambulance s'est passé dans un brouillard. Rachel était allongée, sanglée sur le brancard, un masque à oxygène couvrant son nez et sa bouche. L'ambulancier qui la surveillait transmettait un flux constant de statistiques vitales dans sa radio. Je lui tenais la main, prenant soin d'éviter la perfusion, et je chuchotais des mots rassurants et dérisoires qu'elle ne pouvait probablement pas entendre. À l'hôpital, ils l'ont emmenée précipitamment aux urgences. Une infirmière m'a dirigé vers une salle d'attente où je me suis assise seule, mon esprit tourbillonnant à travers des scénarios impossibles. Qui avait fait ça? Pourquoi? Depuis combien de temps était-elle piégée dans son propre grenier? Les questions se multipliaient plus vite que je ne pouvais les traiter. L'inspectrice Sarah Hammond m'a trouvé là 1 heure plus tard. Elle avait la quarantaine, des cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique, et des yeux qui avaient vu trop de cruauté humaine. Elle a tiré une chaise près de la mienne et s'est présentée avant de me demander si je me sentais capable de répondre à quelques questions. Je lui ai dit tout ce que je savais, ce qui ne revenait presque à rien d'utile. Rachel n'avait aucun ennemi à ma connaissance. Elle avait mis fin à une relation environ 8 mois auparavant, mais cela s'était fait à l'amiable d'après ce qu'elle m'avait dit. Elle réussissait au travail, était appréciée de ses collègues et de ses voisins. Rien dans sa vie ne suggérait ce genre de violence. L'inspectrice Hammond écoutait attentivement, prenant des notes sur une petite tablette. Quand j'ai fini, elle a partagé ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Le grenier montrait des signes d'occupation prolongée. Quelqu'un avait gardé Rachel là, fournissant un minimum de nourriture et d'eau. Les liens qu'ils avaient trouvés suggéraient qu'elle avait été retenue contre son gré pendant une période prolongée. L'enquête en était à ses débuts, mais ils traitaient l'affaire comme un enlèvement et une agression. Le médecin a émergé 3 heures après l'admission. Rachel était sévèrement déshydratée et malnutrie, mais stable. Elle avait de multiples contusions et écorchures, certaines infectées. Le traumatisme psychologique nécessiterait une évaluation approfondie.
Il l'admettait pour observation et traitement. Je pouvais la voir brièvement, mais elle avait besoin de repos. Il l'avait installée dans une chambre privée au 4e étage. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, des perfusions partant de ses 2 bras, des moniteurs bipant doucement à côté d'elle. Ses yeux étaient fermés, un instant, j'ai cru qu'elle dormait. Mais alors que je m'approchais, ses paupières ont papilloté. La reconnaissance est apparue lentement, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la honte. J'ai tiré une chaise à son chevet et lui ai repris la main. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Tu vas t'en sortir. » Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Sa gorge était probablement trop irritée. Un pichet d'eau avec une paille se trouvait sur la table de chevet, et je l'ai aidé à prendre de petites gorgées. Elle grimaçait à chaque déglutition. Au cours des jours suivants, toute l'ampleur de l'horreur a émergé. Rachel ne pouvait communiquer que par fragments au début, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'inspectrice Hammond lui rendait visite quotidiennement, traitant toujours Rachel avec une patience douce. Un psychologue légiste s'est joint aux entretiens, aidant Rachel à traverser le traumatisme suffisamment pour fournir des détails. L'homme qui avait fait ça s'appelait Peter Caldwell. Il avait engagé le cabinet de Rachel 6 mois auparavant pour une campagne marketing. Ils avaient eu plusieurs réunions sur le projet, toujours professionnelles et cordiales. Elle n'avait jamais rien senti d'anormal, mais Peter avait apparemment développé une obsession qui a purulé jusqu'à consumer sa rationalité. Il y a 4 semaines, il était venu chez elle sous prétexte de discuter de changements dans la campagne. Elle l'avait laissé entrer, lui offrant du café pendant qu'il passait en revue des documents à sa table de salle à manger. À un moment donné, elle ne pouvait pas se rappeler exactement quand, il avait glissé quelque chose dans son verre. Elle se souvenait s'être sentie étourdie, sa vision se brouillant. Puis plus rien, jusqu'à ce qu'elle se réveille dans le grenier, les mains attachées par des colliers de serrage à une poutre de soutien. Peter l'avait gardée là, lui rendant visite irrégulièrement pour lui fournir de petites quantités de nourriture et d'eau, jamais assez pour maintenir sa santé, mais suffisant pour la garder en vie. Il divaguait lors de ses visites, parlant de destin et de connexion, et disant qu'elle finirait par comprendre son amour. Elle a essayé de raisonner avec lui, suppliant, menaçant. Rien ne pénétrait son délire. Le bruit de grattement que j'avais entendu, c'était Rachel utilisant un clou qu'elle avait réussi à détacher du plancher. Elle essayait de graver un message dans le bois, espérant que quelqu'un finirait par le trouver. L'effort avait épuisé le peu de force qui lui restait. Si j'étais arrivé ne serait-ce que quelques jours plus tard, le médecin a dit que l'issue aurait pu être très différente. La police a arrêté Peter Caldwell à son appartement le soir même. Ils ont trouvé des journaux remplis d'écrits obsessifs sur Rachel, ainsi que des photos qu'il avait prises lors de ses visites au grenier. Les preuves étaient accablantes et profondément perturbantes. Il n'a montré aucun remords lors de l'interrogatoire, insistant plutôt sur le fait qu'il avait sauvé Rachel d'un monde qui n'appréciait pas sa vraie valeur. Rachel a passé 2 semaines à l'hôpital. Au-delà de la récupération physique, les dommages psychologiques étaient profonds. Elle faisait des cauchemars vivaces, se réveillant en hurlant et désorientée. Des bruits soudains lui provoquaient des crises de panique. Le psychiatre a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, TSPT, sévère et a recommandé une thérapie intensive. Elle aurait besoin de mois, peut-être d'années, pour reconstruire son sentiment de sécurité. Je suis resté avec elle constamment pendant ses jours d'hôpital. Mon mari apportait des vêtements propres et de la nourriture, mais je quittais rarement la chambre de Rachel. Je regardais les infirmières changer ses poches de perfusion, les médecins examiner ses plaies en guérison, les thérapeutes sondaient doucement ses souvenirs. Chaque petite amélioration, s'asseoir sans aide, manger un repas complet, parler en phrases complètes ressemblait à une victoire contre les ténèbres qui avaient essayé de la consumer. Lorsqu'ils l'ont finalement laissé sortir, Rachel ne pouvait pas retourner à la maison de Maple Street. La simple pensée d'entrer dans ce bâtiment la plongeait dans une panique tremblante. Nous avons engagé un service pour emballer ses affaires pendant qu'elle restait chez nous. Elle a emménagé dans son ancienne chambre d'enfance, s'entourant de conforts familiers d'une époque plus simple. Les procédures judiciaires se sont étalées sur les 18 mois suivants. L'avocat de Peter Caldwell a tenté diverses défenses, chacune plus absurde que la précédente, folie passagère, capacité diminuée. Rien de tout cela n'importait. Les preuves étaient irréfutables. Rachel a témoigné lors de l'audience préliminaire, la voix stable malgré des tremblements visibles.
Elle a décrit sa captivité avec des détails cliniques, refusant de laisser la présence de Peter dans la salle d'audience l'intimider. J'étais assise derrière elle pendant ce témoignage. Mes mains étaient serrées si fort que mes ongles ont fait saigner mes paumes. L'écouter décrire la privation, la peur, l'espoir désespéré que quelqu'un remarque son absence. Il m'a fallu toute ma maîtrise pour ne pas bondir à travers la pièce sur l'homme qui avait fait ça. L'huissier a dû sentir la rage qui irradiait de la galerie, car il s'est positionné plus près de l'endroit où la famille était assise. Peter n'a montré aucune émotion tout au long des débats. Il était assis à côté de son avocat avec une expression d'intérêt modéré, comme s'il observait le procès de quelqu'un d'autre. Ce détachement m'a glacé plus que la colère ne l'aurait fait. Il avait gardé ma fille captive, l'avait affamée, traumatisée, et il ne ressentait rien. L'absence d'humanité dans ses yeux était absolue. Durant ces 18 mois menant au procès, toute notre famille a subi une transformation. Mon mari Thomas a pris une retraite anticipée de son cabinet d'expertise comptable pour aider à soutenir le rétablissement de Rachel. Il avait toujours été le pilier stable et pratique de notre mariage, mais voir notre fille lutter a réveillé en lui une férocité protectrice que j'avais rarement vue. Il a installé des systèmes de sécurité dans toute la maison, a recherché des traumatologues jusqu'à trouver la perle rare, et a appris à cuisiner les plats réconfortants préférés de Rachel quand elle était enfant. Ma sœur Patricia a pris l'avion depuis la Californie quelques jours après le sauvetage. Elle est restée 3 semaines, aidant à gérer le cauchemar logistique qui suivait un tel événement traumatique, les demandes d'assurance pour les factures médicales de Rachel, les entretiens avec la police nécessitant un soutien familial, la paperasse interminable pour résilier le bail de la maison de Maple Street. Patricia a tout géré avec son efficacité caractéristique, me libérant pour me concentrer entièrement sur les besoins immédiats de Rachel. Le cabinet de publicité où Rachel avait travaillé a fait preuve d'une compassion remarquable. Sa patronne, une femme nommée Michelle Torres, a visité l'hôpital 2 fois et a clairement indiqué que le poste de Rachel resterait disponible dès qu'elle se sentirait prête à revenir. Ils avaient déjà résilié leur contrat avec l'entreprise de Peter le jour suivant son arrestation. Michelle a aussi discrètement fait en sorte que le cabinet couvre les frais de thérapie de Rachel au-delà de ce que l'assurance payait, un geste qui nous a tous émus aux larmes. Mais tout le monde n'a pas réagi avec une telle grâce. Certains des anciens collègues de Rachel semblaient mal à l'aise autour d'elle après le sauvetage, comme si le traumatisme était contagieux. Les invitations aux rassemblements sociaux ont cessé d'arriver. Les appels téléphoniques restaient sans retour. L'isolement piquait, ajoutant une autre couche de perte à tout ce que Rachel avait déjà enduré. Elle avait perdu non seulement son sentiment de sécurité, mais aussi des relations qu'elle avait valorisées. Son ex-petit ami Travis a pris contact 2 mois après le sauvetage. Ils étaient sortis ensemble pendant presque 2 ans avant de rompre à l'amiable l'hiver précédent. Il a appelé un soir alors que Rachel logeait chez nous, la voix chargée d'émotion, demandant s'il pouvait passer. Rachel a accepté, bien que je puisse voir son anxiété grimper à cette perspective. Travis est arrivé le samedi suivant, portant des fleurs et retenant ses larmes dès qu'il l'a vue. Ils se sont assis dans notre jardin pendant plus d'1 heure, parlant doucement pendant que Thomas et moi leur laissions un peu d'intimité. Quand Travis est parti, Rachel semblait plus légère, d'une certaine façon. Il s'était excusé de ne pas avoir maintenu un meilleur contact après leur rupture, de ne pas avoir remarqué quand elle avait disparu. La conversation n'avait pas ravivé leur romance, mais elle avait restauré une amitié dont Rachel avait besoin. La spécialiste en traumatologie avec qui Rachel travaillait, le docteur Angela Frost, est devenue une bouée de sauvetage durant ces mois. Elle se spécialisait dans le traitement des survivants de crimes violents et comprenait les couches complexes du rétablissement de Rachel. Au-delà du traitement des symptômes du TSPT, le docteur Frost aidait Rachel à gérer les sentiments de honte et de culpabilité qui accompagnent souvent de telles expériences. Rachel rentrait parfois des séances épuisée mais visiblement plus calme, comme si le docteur Frost l'avait aidé à organiser ses pensées chaotiques en morceaux gérables. Le docteur Frost a initié Rachel à la thérapie EMDR, une technique impliquant des mouvements oculaires guidés tout en traitant les souvenirs traumatiques. Les premières séances ont été brutales. Rachel en sortait les yeux rouges et tremblante, les souvenirs étant temporairement plus vifs alors qu'elle les travaillait. Mais progressivement, la technique a commencé à réduire l'intensité émotionnelle attachée à ces souvenirs. Les cauchemars ont diminué en fréquence au fil des mois. Les attaques de panique sont devenues moins sévères à mesure que sa thérapie progressait.
Nous célébrions les petites victoires durant ces longs mois de récupération, la première fois que Rachel a dormi toute la nuit sans se réveiller en hurlant, le jour où elle est allée à l'épicerie seule sans avoir de crise de panique, l'après-midi où elle a ri sincèrement à quelque chose de drôle à la télévision. Le son était si inattendu que nous nous sommes tous arrêtés pour le savourer. Ces moments nous rappelaient que la guérison se produisait, même quand les progrès semblaient incroyablement lents. Les amis de fac de Rachel se sont ralliés autour d'elle d'une manière qui nous a tous surpris. Un groupe de discussion s'est formé et ses amis les plus proches se relayaient pour prendre des nouvelles quotidiennement. Ils envoyaient des colis remplis de livres, de puzzles et de notes manuscrites. 3 d'entre eux ont organisé une visite, venant de différents États pour passer un week-end avec Rachel. Ils ont loué un chalet dans les montagnes, un endroit paisible et sûr, et ont passé 3 jours à faire des randonnées douces, à partager des repas et simplement à être présents pour elle. Le groupe de soutien recommandé par le Dr Frost s'est avéré transformateur. Rencontrer d'autres survivants a aidé Rachel à comprendre qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Il y avait une femme nommée Keisha qui avait survécu à une invasion de domicile 5 ans plus tôt et qui gérait encore son hypervigilance. Un homme nommé Robert qui avait été victime d'un carjacking sous la menace d'une arme et n'avait pas pu conduire pendant des mois après. Une jeune femme nommée Tamara qui avait échappé à une relation abusive et comprenait les émotions complexes que Rachel ressentait envers son ravisseur. Ils se réunissaient tous les mardis soirs dans le sous-sol d'une église, assis en cercle sur des chaises pliantes. Un animateur guidait les discussions, mais la plupart du temps, les survivants se parlaient entre eux, partageant des stratégies d'adaptation, des revers et des moments d'espoir inattendus. Rachel est rentrée de sa première réunion en me disant qu'elle s'était enfin sentie comprise. Ces gens n'offraient pas de platitudes et n'essayaient pas de précipiter sa guérison. Ils s'asseyaient simplement avec elle dans la difficile vérité du traumatisme et du rétablissement. Les soucis financiers ajoutaient du stress à une situation déjà accablante. Les économies de Rachel avaient été modestes, et les factures médicales avaient rapidement épuisé ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas travailler durant ces premiers mois, ce qui signifiait aucun revenu. Thomas et moi couvrions ses dépenses sans hésitation, mais Rachel détestait se sentir dépendante. Son indépendance avait toujours été importante pour elle, et la perdre ressemblait à une autre chose que Peter lui avait volée. Un fonds d'indemnisation des victimes a fourni une certaine aide, bien que le processus de demande impliqua une documentation approfondie et des entretiens que Rachel trouvait épuisants. Le fonds a finalement approuvé un paiement qui couvrait plusieurs mois de thérapie et de frais de subsistance. Ce n'était pas généreux, mais cela a aidé Rachel à se sentir un peu moins vulnérable financièrement. L'inspectrice Hammond est restée impliquée tout au long de la phase d'enquête. Elle visitait notre maison périodiquement pour mettre Rachel au courant des progrès de l'affaire. Lors de l'enquête initiale dans les jours suivant le sauvetage de Rachel, ils avaient découvert des preuves supplémentaires dans l'appartement de Peter, des plans détaillés pour garder Rachel captive à long terme, y compris des notes sur un déménagement potentiel vers une propriété isolée qu'il envisageait d'acheter. Les implications étaient glaçantes. Il n'avait jamais prévu de la laisser partir. L'équipe de Hammond a également découvert que Rachel n'était pas la première cible de Peter. 2 autres femmes avaient déposé des ordonnances restrictives contre lui les années précédentes, toutes 2 après qu'il eut manifesté un comportement obsessionnel suite à de brèves interactions professionnelles. Aucun des cas n'avait escaladé jusqu'à la violence, et les ordonnances avaient fini par expirer, mais le schéma était clair. Peter construisait quelque chose comme ça depuis des années. Cette information a frappé Rachel de plein fouet. Elle a passé une semaine à peine à parler, traitant la réalisation qu'elle avait été ciblée, non pas au hasard, mais dans le cadre d'un schéma prédateur. Le Dr Frost l'a aidé à travailler sur les implications, particulièrement sur la question de savoir si elle devait se sentir responsable de n'avoir pas empêché ce qui s'était passé. La réponse, bien sûr, était non. Peter seul portait la responsabilité de ses actes. Le procès lui-même a eu lieu 18 mois après le sauvetage de Rachel. Elle avait fait des progrès remarquables d'ici là, travaillant avec un spécialiste des traumatismes 3 fois par semaine durant cette période. Elle avait repris le poids qu'elle avait perdu et les blessures physiques avaient guéri. Mais les cicatrices invisibles demeuraient, se manifestant par son hypervigilance et son besoin de protocoles de sécurité détaillés. Elle ne pouvait pas être dans des espaces clos sans stratégie de sortie. Les visiteurs inattendus déclenchaient une anxiété intense. Elle gardait des provisions d'urgence cachées dans toute notre maison, bouteilles d'eau, barres protéinées, un téléphone chargé. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement. Ils ont montré des photos du grenier où Rachel avait été détenue, y compris le message qu'elle gravait dans le plancher quand je l'ai trouvée.
Le mot Edel était à peine lisible, gravé une lettre douloureuse à la fois. Ils ont présenté des preuves médicales documentant son état lors du sauvetage. Ils ont appelé des témoins qui ont attesté du comportement de plus en plus erratique de Peter dans les mois précédant l'enlèvement. Le témoignage de Rachel pendant le procès a duré 3 heures. Le procureur l'a guidé à travers la chronologie, depuis leur première réunion professionnelle jusqu'à sa captivité et son sauvetage. Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense fut heureusement bref. La crédibilité de Rachel était inattaquable, et tenter de l'attaquer n'aurait fait qu'aliéner davantage le jury. Rachel s'était préparée intensivement pour témoigner. Le procureur, un avocat chevronné nommé Mark Sullivan, l'avait rencontré plusieurs fois pour revoir quelles questions seraient posées et comment gérer les tactiques de la défense. Il l'avait prévenu que témoigner serait difficile, qu'elle devrait raconter des détails qu'elle préférerait oublier alors que Peter était assis à quelques mètres seulement. Mais il avait aussi souligné à quel point le témoignage d'une survivante pouvait être puissant pour obtenir une condamnation. Le matin de son témoignage, Rachel s'est habillée soigneusement dans un tailleur bleu marine qui lui donnait l'air professionnel et posé. Ses mains tremblaient alors qu'elle appliquait un maquillage minimal, et je l'ai aidée à attacher ses cheveux en arrière. Elle avait perdu beaucoup de cheveux pendant sa captivité à cause de la malnutrition. Et bien qu'il repoussait, la longueur plus courte la dérangeait. Nous avons trouvé une coiffure qui la faisait se sentir confiante. La salle d'audience était bondée. Thomas et moi étions assis au premier rang, directement derrière la table de l'accusation, avec Patricia et plusieurs des amis proches de Rachel. L'inspectrice Hammond était présente également, s'étant investie dans le rétablissement de Rachel au-delà de ses obligations professionnelles. Le jury était composé de 7 femmes et 5 hommes, leurs visages montrant divers degrés de solennité alors que Rachel prenait place à la barre. Elle a posé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité et s'est installée dans le fauteuil des témoins. Sa voix a vacillé initialement en déclinant son identité pour le dossier, mais elle a trouvé sa force lorsque le procureur Sullivan a commencé ses questions. Elle a décrit sa rencontre avec Peter au cabinet de publicité, leurs interactions professionnelles qui avaient semblé tout à fait normales, ses demandes croissantes de réunions supplémentaires qu'elle avait acceptées parce qu'il était un client payant. Puis elle a détaillé cette dernière réunion chez elle. Comment il avait suggéré qu'il travaille quelque part de plus confortable que le bureau. Comment elle avait accepté, ne voyant aucune raison de soupçonner un danger venant d'un contact professionnel qu'elle avait rencontré plusieurs fois. Comment il s'était assis à sa table de salle à manger, passant en revue les documents de campagne tout en buvant le café qu'elle avait préparé. Le moment où tout a commencé à se brouiller, sa réalisation trop tardive que quelque chose n'allait terriblement pas. Elle a décrit son réveil dans l'obscurité, sa tête qui martelait et sa bouche impossiblement sèche, la terreur de ne pas savoir où elle était, la découverte que ses mains étaient liées, la lente reconnaissance qu'elle était dans son propre grenier à un espace qui aurait dû faire partie de son foyer sûr. Plusieurs jurés ont visiblement réagi à ce détail, leur visage enregistrant l'horreur d'une telle violation. La voix de Rachel est restée stable alors qu'elle expliquait les visites de Peter. Comment il apparaissait à des intervalles irréguliers, parfois quotidiennement, parfois après des jours d'absence qui la laissaient désespérément assoiffée et faible. Comment il apportait de petites quantités d'eau et de nourriture, soigneusement rationnées pour la garder en vie mais trop faible pour tenter de s'échapper. Comment il parlait durant ses visites, divagant sur le destin et les âmes sœurs, et comment elle finirait par comprendre son amour. Elle a témoigné avoir essayé de raisonner avec lui pour faire appel à toute humanité qui pourrait rester, avoir supplié pour sa libération, pour plus d'eau, pour de la pitié, et de son imperméabilité totale à ses supplications. Il existait dans une réalité où sa souffrance était temporaire, une phase inutile avant qu'elle n'accepte leur connexion destinée. Rien, a-t-elle dit, ne pénétrait ce délire. Le jury a entendu parler des conditions physiques de sa captivité. L'obscurité brisée seulement par la lampe de poche de Peter lors de ses visites. Le froid qui s'infiltrait dans ses os alors que les températures d'octobre chutaient. Le seau qu'il fournissait pour l'hygiène, qu'il vidait irrégulièrement, la laissant dans des conditions de plus en plus insalubres. Les colliers de serrage qui coupaient ses poignets, laissant des marques qui avaient nécessité un traitement médical. Rachel a décrit sa santé déclinante, les étourdissements qui venaient avec la déshydratation, les crampes d'estomac dues au manque de nourriture, les infections qui se développaient dans ses plaies, la certitude grandissante qu'elle allait mourir dans ce grenier, seule et oubliée. Cette partie de son témoignage a brisé quelque chose en moi. Thomas a serré ma main fort, et j'ai senti la main de Patricia sur mon épaule depuis le rang derrière nous. Ensuite, Rachel a témoigné de la découverte du clou lâche.
Comment elle l'avait libéré au cours de plusieurs jours, ses doigts saignant sous l'effort. Comment elle avait décidé de gratter un message dans le plancher, sachant que cela pourrait être sa dernière communication au monde. Comment elle avait minutieusement gravé chaque lettre du mot Red, versant le peu de force qui lui restait dans cet appel désespéré. Elle a décrit avoir entendu ma voix appelant son nom. La vague d'espoir suivie immédiatement par la terreur que Peter l'entende et fasse quelque chose de désespéré. La décision de faire du bruit, de gratter plus fort malgré le risque, pour m'alerter de sa présence. Le soulagement écrasant quand elle a entendu les sirènes, puis les voix, puis le bruit de la porte du grenier forcé. Le moment où elle a compris qu'elle avait survécu. Le procureur Sullivan a montré au jury des photographies tout au long du témoignage de Rachel. Des images du grenier telles que la police l'avait trouvé. Des gros plans des blessures de Rachel pris à l'hôpital. Le message gratté dans le plancher. Chaque photo a été versée au dossier méthodiquement, construisant un registre visuel irréfutable de ce que Rachel avait enduré. Quand Sullivan a fini ses questions, l'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire. Son nom était Donald Pierce, et il s'est approché de la barre des témoins avec une expression qui tentait la sympathie, mais tombait plus près de la condescendance. Sa stratégie est rapidement devenue claire. Il voulait suggérer que Rachel avait d'une certaine manière invité l'attention de Peter, que leur relation professionnelle avait inclus des éléments de flirt qu'elle niait maintenant. Rachel a géré ces insinuations avec un calme remarquable. Elle a réfuté calmement chaque suggestion, soulignant que chaque réunion avait été documentée, que des collègues avaient été présents pour la plupart des interactions, qu'elle avait maintenu des limites purement professionnelles tout du long. Pierce devenait de plus en plus frustré alors que ses tentatives pour miner sa crédibilité échouaient. Le langage corporel du jury a changé, plusieurs membres croisant les bras ou se penchant en arrière, clairement mécontents des tactiques de la défense. Pierce a essayé une approche différente, suggérant que la mémoire des événements de Rachel pourrait être compromise par le traumatisme et les médicaments. Rachel a reconnu que le traumatisme affectait la mémoire, mais a insisté sur le fait que les faits essentiels étaient clairs. Elle avait été droguée, kidnappée et tenue captive dans son propre grenier pendant des semaines. Aucun trouble de la mémoire ne pouvait changer ces réalités fondamentales. Le contre-interrogatoire s'est terminé après 40 minutes, Pierce reconnaissant qu'il faisait plus de mal que de bien au cas de son client. Rachel est descendue de la barre des témoins, semblant épuisée mais triomphante. Elle avait fait face à son ravisseur en pleine cour, raconté la pire expérience de sa vie, et maintenu sa dignité tout du long. Je l'ai embrassée dans le couloir pendant la pause, nous pleurions toutes les deux trop fort pour parler. Le dossier de l'accusation a continué avec des experts médicaux qui ont témoigné de l'état de Rachel lors du sauvetage. Un médecin a détaillé la sévérité de sa déshydratation, expliquant qu'une autre semaine sans intervention aurait probablement causé une défaillance organique. Un psychologue a discuté des impacts à long terme de la captivité prolongée et du traumatisme que Rachel devrait traiter par une thérapie approfondie. L'inspectrice Hammond a témoigné au sujet des preuves trouvées dans l'appartement de Peter. Les journaux remplis d'écrits obsessionnels sur Rachel ont été versés au dossier, des sélections lues à haute voix m'ont donné la chair de poule. Il avait documenté sa fixation grandissante, sa décision de passer à l'acte, ses plans pour la garder indéfiniment. Il avait écrit sur le grenier comme étant leur espace sacré où Rachel finirait par comprendre leur connexion. L'inspectrice a également témoigné sur le passé de Peter, les ordonnances restrictives de femmes précédentes, les plaintes déposées par d'anciens collègues concernant son comportement inapproprié, un schéma d'obsession croissante qui avait finalement culminé dans la violence. Ce témoignage était crucial pour établir que les actions de Peter étaient calculées plutôt qu'impulsives, préméditées plutôt que spontanées. Les preuves médico-légales ont tout relié. Les empreintes digitales de Peter dans toute la maison de Rachel, y compris dans le grenier. Les preuves ADN sur les colliers de serrage utilisés pour la restreindre. Les dossiers numériques montrant qu'il avait recherché des méthodes de captivité et des moyens d'éviter la détection. Les recherches Internet pour des propriétés isolées où il pourrait potentiellement déplacer Rachel. Les relevés téléphoniques confirmant sa présence près de sa maison les jours où il visitait le grenier. Le dossier de la défense était bref et peu convaincant. Pierce a appelé un psychiatre qui a témoigné que Peter souffrait d'un trouble délirant qui altérait son jugement. L'expert a suggéré que Peter croyait sincèrement que lui et Rachel partageaient une connexion spéciale, que son action découlait de la maladie plutôt que de la malveillance. Lors du contre-interrogatoire, le procureur Sullivan a démantelé cette défense, amenant le psychiatre à admettre que Peter avait compris que ses actions étaient illégales et avait pris des mesures pour éviter la détection.
Peter lui-même a choisi de ne pas témoigner, exerçant son droit au 5e amendement. Cette décision l'a probablement protégé de dire quelque chose d'encore plus dommageable, mais cela signifiait aussi que le jury ne l'a jamais entendu tenter d'expliquer ou de justifier ses actions. Ils sont restés avec le témoignage de Rachel, les preuves physiques et ses propres mots écrits dans les journaux. L'image qu'il peignait était accablante. Les plaidoiries finales ont eu lieu un vendredi après-midi. Le procureur Sullivan a résumé les preuves méthodiquement, guidant le jury à travers la chronologie de l'obsession de Peter, l'enlèvement, la captivité et le sauvetage. Il a souligné la préméditation évidente dans la planification de Peter, la cruauté de ses actions, le mal profond infligé à Rachel. Il a demandé au jury de tenir Peter responsable de chaque moment de souffrance qu'il avait causé. La plaidoirie finale de Pierce a tenté de générer de la sympathie pour Peter en tant que personne contrôlée par la maladie mentale. Il a suggéré un verdict qui reconnaissait une capacité diminuée, arguant que Peter avait besoin de traitement plutôt que d'une longue incarcération. L'argument sonnait creux compte tenu des preuves présentées. Peter savait que ce qu'il faisait était mal, avait prévu d'éviter les conséquences, et n'avait montré aucun remords même après son arrestation. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Lorsque la présidente du jury s'est levée pour livrer le verdict, la salle d'audience est tombée dans le silence. Coupable de tous les chefs d'accusation, enlèvement, agression, séquestration et tentative de meurtre. Peter a reçu une peine de 45 ans à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir purgé la totalité des 45 ans. Il aurait 78 ans avant de pouvoir même demander sa libération. Et compte tenu de la gravité de ses crimes, la libération conditionnelle semblait improbable. Rachel a pleuré lorsque la sentence a été lue, mais c'était des larmes de soulagement plutôt que de satisfaction. La justice avait été rendue, mais elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait enduré. Les cauchemars ne s'arrêteraient pas parce qu'un homme était assis en prison. Sa peur des espaces clos ne disparaîtrait pas parce qu'un juge avait parlé. La guérison serait un long processus, mesuré en petites victoires quotidiennes plutôt qu'en transformations spectaculaires. Elle a fini par emménager dans un nouvel appartement, un espace lumineux au rez-de-chaussée avec de multiples sorties et une excellente visibilité. Elle ne pouvait pas se résoudre à retourner travailler au cabinet de publicité où les rappels de Peter étaient trop fréquents. Au lieu de cela, elle a commencé à travailler en freelance depuis chez elle, reconstruisant sa carrière selon ses propres termes. Sa liste de clients a grandi progressivement à mesure que le mot se répandait sur son talent. Elle était sélective quant aux personnes avec qui elle travaillait, vérifiant soigneusement chaque projet potentiel. La thérapie a continué. Certaines semaines étaient meilleures que d'autres. Elle a rejoint un groupe de soutien pour les survivants de crimes violents, trouvant du réconfort en se connectant avec d'autres qui comprenaient le fardeau particulier du traumatisme. Elle a adopté un berger allemand nommé Bélé auprès d'un refuge local. La chienne est devenue sa compagne constante, offrant à la fois sécurité et soutien émotionnel. Bélé dormait à côté de son lit chaque nuit, sa présence apportant du réconfort durant les heures difficiles. 2 ans après le sauvetage, Rachel m'a invité à déjeuner dans un café près de son appartement. Elle avait l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois, son visage plus plein et ses yeux plus brillants. Nous avons commandé des sandwichs et parlé de choses ordinaires, son dernier projet freelance, les projets de retraite de mon mari, les vacances à venir. La normalité de la conversation semblait précieuse. Alors que nous finissions de manger, Rachel a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je ne t'ai jamais remercié correctement, pour avoir fait confiance à ton instinct, pour être venu vérifier quand j'ai disparu. J'ai serré ses doigts doucement. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Je suis ta mère. Si tu avais attendu un autre jour ou 2, ou si tu t'étais convaincu que j'étais juste occupé. Elle a laissé sa phrase en suspens, les yeux brillants. Les médecins m'ont dit à quel point c'était juste. Une semaine de plus et mes organes auraient commencé à lâcher. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de cette réalité alternative flottant entre nous. Tant de choses avaient dû s'aligner pour sa survie, mon inquiétude grandissante, la décision d'utiliser le double des clés, entendre le bruit de grattement, appeler à l'aide immédiatement. Toute déviation dans cette chaîne aurait pu aboutir à une tragédie. Tu t'es battu, ai-je dit finalement. Tu t'es maintenu en vie. Tu as trouvé ce clou et essayé de laisser un message. Tu n'as pas abandonné. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette. Il y a eu des moments où je le voulais. Quand il me laissait des jours sans eau.
Quand j'étais si faible que je ne pouvais pas bouger. Mais ensuite je pensais à toi et papa, à tous ceux qui m'aimaient. Je ne pouvais pas le laisser me prendre à vous comme ça. La conversation a basculé vers des sujets plus légers après cela. Mais ces mots sont restés avec moi. La force qu'elle avait montrée durant sa captivité, la résilience dont elle avait fait preuve dans son rétablissement. Ce n'étaient pas des cadeaux que je lui avais donnés. Ils avaient été en elle tout au long, forgés à travers une vie d'amour et de soutien, mais lui appartenant ultimement à elle seule. Rachel a continué à guérir, bien que le voyage ne fût pas linéaire. Elle a eu des revers et des jours difficiles. Certains mois, elle s'épanouissait, prenant des projets ambitieux et socialisant avec une confiance renouvelée. D'autres mois, elle battait en retraite, ayant besoin d'espace pour traiter des souvenirs qui refaisaient surface de manière inattendue. Mais elle continuait d'avancer, refusant de laisser ce que Peter avait fait définir le reste de sa vie. Elle a recommencé à sortir avec quelqu'un 3 ans après le sauvetage, abordant la perspective avec une prudence compréhensible. Elle a rencontré James lors d'une exposition de photographie, découvrant des intérêts communs pour l'art et la randonnée. Leur relation s'est développée lentement, Rachel fixant des limites claires sur ce dont elle avait besoin. James s'est montré patient et compréhensif, ne la poussant jamais au-delà de sa zone de confort. Quand elle lui a finalement parlé de son passé, il a écouté sans jugement et a demandé comment il pouvait la soutenir. Ils se sont fiancés le printemps dernier. Rachel m'a appelé en larmes pour partager la nouvelle, sa voix tremblant de joie plutôt que de peur. Le mariage est prévu pour octobre prochain, une petite cérémonie dans un jardin dont elle est tombée amoureuse. Elle m'a demandé d'aider à la planification, et nous passons les week-ends à regarder des fleurs, des échantillons de gâteaux et des modèles d'invitation. Parfois, je me surprends à l'observer durant ces séances de planification, m'émerveillant de la femme qu'elle est devenue. Le traumatisme l'a changée. On ne peut pas le nier. Elle est plus prudente maintenant, plus consciente des dangers potentiels, mais elle est aussi plus forte, plus consciente de sa propre résilience. Elle sait qu'elle peut survivre au pire et trouver encore des raisons d'espérer. Peter Caldwell est en prison, ses appels épuisés. Nous ne prononçons pas son nom dans notre famille. Il ne mérite pas d'espace dans nos pensées ou nos conversations. Rachel a fait la paix avec son existence continue, comprenant que sa guérison ne nécessite ni son remords ni sa rédemption. Il est simplement sans importance pour la vie qu'elle construit. La semaine dernière, Rachel est passée prendre un café, juste comme elle le faisait avant que tout arrive. Nous étions assises dans ma cuisine à parler des détails du mariage et de son dernier projet freelance. Bailey somnolait à ses pieds, tapant occasionnellement sa queue contre le sol. Le soleil de l'après-midi pénétrait par les fenêtres, peignant tout d'une lumière dorée et chaude. Alors qu'elle partait, Rachel s'est arrêtée à la porte et s'est retournée vers moi. « Je suis heureuse, maman. Je ne pensais pas que je le serais à nouveau, mais je le suis. » Je l'ai attirée dans une étreinte, respirant l'odeur familière de son shampoing. « Je sais, ma chérie. Je le vois. » Elle s'est reculée, souriant, ce sourire éclatant qui avait manqué pendant si longtemps. « On se voit dimanche pour le brunch ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Je l'ai regardée marcher vers sa voiture, Bailey trottinant à ses côtés. Elle a fait un signe de la main avant de s'éloigner, et je suis resté sur le pas de la porte jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Le poids que je portais depuis ce terrible après-midi d'octobre semblait plus léger. Ma fille avait survécu. Plus que cela, elle construisait une vie pleine d'amour, de but et d'espoir. Le cauchemar de sa captivité ferait toujours partie de notre histoire familiale. Nous ne pouvions pas effacer ces semaines ou défaire le traumatisme. Mais il n'avait pas le dernier mot. C'est Rachel qui l'avait. Et elle avait choisi d'écrire une histoire de survie, de guérison et, finalement, de joie. Ce choix, renouvelé chaque jour, était peut-être la revanche la plus puissante contre l'homme qui avait essayé de la détruire.